première intervention de ce colloque. Et je remercie Pierre Delmat d'être venu. Alors, comme Geneviève, Pierre Delmat enseigne, donc ils nous font l'honneur de nous rejoindre après une matinée de cours et une journée de cours hier, donc je les remercie. Voilà. Donc Pierre, tu es agrégé de géographie, professeur dans le lycée Joliot-Curie de Nanterre, et après un master de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, tu poursuis des recherches sur les représentations spatiales dans les séries télévisées et sur la didactique de la géographie, notamment à partir de représentations à l'université de Paris-Nanterre. Et donc, ton intervention va porter à la fois donc, sur les représentations de l'espace et sur la manière, si je ne déforme pas tes propos, donc on peut aussi enseigner ces espaces à travers donc, les séries télé et les représentations de l'espace. Je vais tout de suite introduire ta communication et te laisser la parole. Et tu as demandé à ce qu'on commence directement par une vidéo que je vous passe. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. La chanson du générique de la série Weeds, écrite, je sais pas si vous m'entendez, écrite et interprétée par Malvina Reynolds, est éclairante sur les pratiques sociales observables dans un espace présenté par une série télévisée. Ici, les banlieues pavillonnaires aisées aux États-Unis. Ainsi, on peut entendre dans cette chanson, et je vais traduire, et les gens sont dans les maisons, vont tous à l'université et sont tous mis dans des boîtes, des petites boîtes toutes semblables. Il y a des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise. Ils sont tous faits de pacotille ou de briquet de broc et ils ont tous l'air parfaitement semblables. Au sein de ce générique, la chanson est accompagnée d'un certain nombre d'images et donc de représentations d'espaces suburbains nord-américains aisés. Dès lors, cette série télévisée semble propice à une analyse géographique, puisqu'elle permet d'analyser une forme de représentation des espaces suburbains états-uniens et des pratiques qui y sont associées. Cette analyse peut alors être développée à deux niveaux, une étude de l'organisation et des pratiques spatiales d'un type d'espace, mais aussi une réflexion sur les points de vue qui peuvent être posés sur ces espaces et ces pratiques. Alors, je vais définir l'espace comme il l'est fait en géographie. L'espace est considéré en géographie comme un espace social produit par les sociétés qui l'organisent et le mettent en valeur. Et c'est important pour le reste de cette communication. La fiction est étudiée en géographie depuis maintenant plusieurs décennies. On peut penser ici aux travaux d'Armand Frémont qui ont porté sur la géographie de Flaubert, notamment pour l'espace normand, dès les années 1970. Aujourd'hui, de nombreux géographes prennent en charge cette question de la dimension géographique de la fiction. On peut notamment citer les travaux de Muriel Rosenberg sur les analyses de l'œuvre de Julien Gracq ou encore de différents romans policiers. De même, on a des travaux de doctorat de Julien Champigny qui portent sur la bande dessinée et qui montrent cet intérêt des géographes pour la fiction et ses dimensions spatiales. Au-delà de la littérature, le cinéma et plus largement les images animées développent également une dimension géographique à travers son aspect fictionnel. Là aussi, de nombreux géographes se sont intéressés à cette géographie fictionnelle du cinéma, et on peut ici penser aux travaux de Jean-François Spazak sur le cinéma, ou encore aux travaux de Bertrand Pleven sur les séries télévisées nord-américaines. Ces travaux sur les liens entre géographie et fiction s'intègrent à des courants disciplinaires plus larges,
En effet, la géographie a connu un renouvellement dans les années 1990 avec l'émergence de la géographie dite culturelle, que ce soit dans le monde anglophone ou dans le monde francophone. Cette géographie s'intéresse aux faits de culture et cherche à comprendre les fonctions de l'espace dans la vie culturelle. Ainsi, les représentations de l'espace s'intègrent pleinement à ce courant et sont sans cesse analysées pour interroger les rapports que les individus ont à l'espace. Dans ce contexte, travailler sur la dimension géographique des séries télévisées s'inscrit dans un foisonnement de ce genre fictionnel, et ce à l'échelle mondiale. Étudier ces séries télévisées en géographie, c'est une façon de s'emparer de la multiplication des représentations de l'espace sur les écrans du monde entier. Toutefois, au sein de ce genre fictionnel, différents types de séries émergent, notamment en lien avec leurs origines géographiques. C'est pourquoi nous nous intéresserons ici tant aux séries nord-américaines que nigérianes, pour questionner ces différents types et se demander si plusieurs géographies fictionnelles peuvent être proposées par des producteurs de séries aux origines plurielles. Il s'agit aussi d'interroger la géographie produite par ces séries. Est-ce une géographie réelle ou fictionnelle, et donc qui enjolive le réel? On s'intéresse ici plus particulièrement aux espaces urbains, dans la mesure où bon nombre de séries télévisées, quelle que soit leur origine, voient leur intrigue localisée dans les villes. Cette communication se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, nous verrons que l'espace est un constitutif de la fiction, un personnage des séries télévisées. Puis, nous verrons que les séries télévisées peuvent faire de la géographie. Et là, il s'agira de déconstruire ces représentations, des espaces mis en scène. Et puis enfin, j'essaierai d'analyser la reconstruction de ces représentations que peuvent faire des élèves pour réfléchir, pour amorcer une réflexion sur ces géographies fictionnelles. Par rapport à mon corpus d'études, j'ai mis les différentes séries que j'ai étudiées récemment, qui sont donc majoritairement quand même états-uniennes, quelques-unes nigérianes, de différentes époques, donc ça part des années 80 pour arriver jusqu'au plus récent 2016 pour le Nigeria. Ici, on a quand même une prédominance des très très grandes villes, que ce soit New York, Chicago, ou bien Lagos, donc pour le Nigeria. Donc dans un premier temps, il s'agit de voir que l'espace est un constitutif de la fiction, et particulièrement que l'espace est un acteur omniprésent dans les séries télévisées. Alors s'il est difficile d'avoir un aperçu exhaustif des séries télévisées réalisées dans le monde entier, tant la production est importante, il semble toutefois que les séries les plus récentes mettent l'espace au cœur de leur intrigue. En effet, si les séries télévisées sont souvent tournées dans des studios, à l'exception de certaines scènes en extérieur, il faut toutefois noter que l'espace prend une place toujours plus importante dans ces productions filmiques. Alors l'analyse des génériques est ici éclairante, puisque ces génériques, bien que très courts et non représentatifs de l'espace fictionnel des séries, permettent de saisir la dimension spatiale de ce genre fictionnel. En effet, l'espace y est présenté en même temps que les personnages, ce qui peut conduire à penser que les producteurs de ces séries mettent l'espace sur le même plan que les personnages. Ces représentations spatiales ne sont en rien donc des prérequis à la compréhension de la série, mais toutefois, la localisation dans tel ou tel espace peut introduire la dimension du rêve et ou de la fascination pour les spectateurs qui peuvent être attirés par l'espace mis en scène. Ainsi, pour le cas des séries états-uniennes, on peut noter que l'espace est omniprésent dans les génériques. Ici, nous avons une image donc, de la skyline de Manhattan dans CSI Les Experts, mais aussi pour les séries nigérianes, où les espaces sont présentés de façon assez similaire aux séries états-uniennes, ce qui pose aussi la question de la standardisation de ce type fictionnel à l'échelle mondiale, puisqu'on a une reproduction du système filmique avec donc toujours des images de ces grands bâtiments, ces grands gratte-ciel. On peut voir quand même que aussi ces représentations spatiales, elles sont des éléments de localisation de l'intrigue. Et donc dès lors se pose la question de l'intérêt pour les producteurs de séries télévisées de placer autant de représentations spatiales au sein des séries. Un premier élément d'explication pourrait être le désir d'ancrer la série dans un espace réel et donc de donner finalement un effet de réel à la série. Les représentations spatiales auraient donc une fonction descriptive. On serait là donc dans cette contiguïté qui a été théorisée par Roland Barthes entre la fiction et le monde réel.
Et l'utilisation des représentations spatiales serait donc un moyen d'éviter de produire une série télévisée hors sol. Et je pense qu'il y a là une volonté de se démarquer avec des feuilletons nord-américains des années 1970, tels les Feux de l'amour, où les représentations spatiales se limitent bien souvent, et même tout le temps, à des intérieurs de logements. Une deuxième explication, relevant davantage de la discipline géographique, serait la volonté de localiser l'intrigue dans un espace particulier. Ainsi, si on reprend les génériques des séries, il apparaît que c'est un type d'espace bien particulier qui est mis en scène. On remarque que ce sont généralement des lieux emblématiques d'un espace, en l'occurrence de la ville, pour le propos qui nous occupe. Donc emblématiques qui sont mis en scène. Ce type de lieu est appelé alors géosymbole par les géographes et notamment par Joël Bonnemaison, qui les définit comme un lieu, un itinéraire, une étendue qui, pour des raisons religieuses, politiques ou culturelles, prend aux yeux de certains peuples et groupes ethniques une dimension symbolique qui les conforte dans leur identité. Ainsi, dans les génériques de Sex and the City ou de CSI New York, on peut voir que New York est aisément reconnaissable grâce à la mise en scène de la skyline de Manhattan, de la Statue de la Liberté ou encore des gratte-ciels emblématiques comme le Chrysler Building ou l'Empire State. Ces grands monuments, que l'on peut qualifier d'éléments iconiques, permettent aux spectateurs de reconnaître quasi immédiatement l'espace dans lequel se déroule l'intrigue. Et cet ancrage de l'intrigue dans un espace géographiquement situé à travers les représentations spatiales montre l'importance de la dimension spatiale dans les séries télévisées actuelles, et donc l'importance du lien entre géographie et fiction contemporaine. Dès lors, on peut se demander, quand les séries font de la géographie, eh bien, quelle déconstruction des représentations peut-on faire après les avoir, entre guillemets, construites? Alors on peut voir d'abord que la géographie des séries, c'est une série d'approximations et de stéréotypes. L'analyse approfondie des représentations spatiales présentes dans les séries télévisées conduit à noter que la géographie des séries est approximative. En effet, l'ancrage des intrigues des séries télévisées dans des lieux précis ne signifie pas que les séries révèlent la géographie réelle d'un espace, c'est-à-dire son organisation spatiale. Ce sont donc des espaces urbains stéréotypés qui sont mis en scène dans les séries télévisées, et on peut ainsi faire une typologie de ces espaces stéréotypés. On aurait d'abord les quartiers d'affaires ou Central Business District, comme celui de Chicago dans The Chicago Code, ou alors celui de Lagos, celui de Lagos Harlem précisément, dans Husbands of Lagos. On a là donc des gratte-ciels qui montrent la dimension du pouvoir économique de la ville, plus précisément de la métropole. On peut aussi avoir des centres-villes où se concentrent les activités récréatives et les beaux bâtiments, beaux bien sûr entre guillemets, notamment avec cet aspect donc des rues du centre-ville de New York dans Sex and the City, ou alors des rues du centre de Lagos dans Giddy Up. Et là il s'agit de montrer donc ces centres-villes où on vient se faire du shopping, s'amuser. On a aussi un troisième type qui est le cas des banlieues résidentielles aisées, comme on a pu le voir au début de cette intervention, avec le cas de Weeds, ou bien plus connu de Desperate Housewives, ou alors pour le cas nigérian de Husband of Lagos. Ici, nous avons donc une maison dans Husband of Lagos qui semble très occidentale, très proche du modèle états-unien. Du moins, on ne voit pas vraiment de différence avec la maison d'Agresti, qui serait donc une banlieue de Californie. Donc là, on aurait une reproduction des modèles d'urbanisme à l'échelle mondiale. On a aussi des espaces urbains pauvres et délabrés, notamment dans The Wire, où là on voit un espace de l'informel, du trafic de drogue, ou alors dans Getting Rich in Lagos, on a là un quartier de bidonville, un quartier aussi informel de par sa construction. Enfin, on pourrait aussi retrouver, je n'ai pas de diapo pour celui-ci, mais on a aussi des espaces productifs en périphérie de la ville, notamment dans The Sopranos, ce qui permet donc d'avoir une sorte de vision de la ville très fragmentée, mais si on réunit ces séries télévisées, on peut avoir un panorama à peu près complet de cette géographie de la ville. Ainsi, donc, si l'ensemble de ces espaces constitue la ville, il n'en reste pas moins qu'il faut donc regarder l'ensemble de ces séries pour obtenir une image réaliste de l'organisation spatiale de la ville, tant aux États-Unis qu'au Nigeria.
Et donc c'est une géographie très partielle que nous livre la fiction, ou du moins une géographie fragmentaire, voire parfois fantasmée, qui est proposée. Alors ici, on peut proposer un schéma de la ville de Lagos qui est réalisé à partir des séries télévisées du corpus, où on voit donc là qu'on peut obtenir l'organisation spatiale à peu près réelle de la ville de Lagos, avec un centre-ville, un centre économique, des bidonvilles, mais aussi donc des espaces plus riches de quartiers résidentiels fermés, où on se met à l'écart par rapport à donc, ces quartiers de bidonvilles qui seraient représentés comme les espaces du danger. On a là donc une vision à peu près réelle de cette géographie de la ville nigériane. Et donc il est intéressant d'observer que la configuration géographique de la fiction répond la plupart du temps aux valeurs qui sont données aux espaces par les imaginaires collectifs. Ainsi, on peut voir que montrer ou cacher l'espace, c'est finalement une question que doivent se poser les producteurs des séries, avec donc la géographie des séries télévisées qui apparaît partielle, mais aussi partiale, puisqu'on a une omission d'une partie de la ville qui revient à limiter la ville aux espaces qui sont jugés présentables ou tout simplement beaux par donc, ces réalisateurs producteurs. Et donc plus que comme dirait Bertrand Pleven, un processus d'esthétisation de l'espace filmé, je pense qu'on est plutôt dans la mise en scène d'espaces urbains, on a plutôt un processus dans cette mise en scène d'espaces urbains, un processus d'occultation des zones considérées comme indésirables et non présentables de la ville. Et donc ce processus d'esthétisation de la ville filmée semble aller de pair avec un processus de mise à l'écart d'une partie de l'espace urbain, mise à l'écart qui peut alors être interprétée comme une forme de domination de certains espaces sur d'autres à l'échelle d'une ville, voire de différents groupes sociaux sur d'autres, sur des minorités. En effet, ce sont souvent les quartiers d'affaires ou encore les quartiers résidentiels aisés qui sont filmés et donc mis en avant. Rares sont les séries qui choisissent de mettre en scène des quartiers défavorisés et délabrés, y compris donc dans les séries nigérianes, alors même que bon nombre d'urbains dans ce pays vivent dans des bidonvilles. Le cas précis de New York semble intéressant dans la mesure où finalement la ville fait partie du quotidien visuel ou imaginaire de millions de lecteurs et de spectateurs de films et de séries, compte tenu de la production de films à New York. Et donc, si on revient à l'étude de ces génériques de séries télévisées, on peut voir qu'on a une exposition d'espaces jugés beaux. Et là encore, plus qu'une esthétisation de la ville, on a bien on assiste à l'annonce d'un programme qui est l'occultation de la majeure partie de la ville au profit des seuls espaces jugés marquants et emblématiques de la ville, en l'occurrence Manhattan. Et donc, les séries télévisées semblent réduire New York à la seule île de Manhattan et négligent par conséquent les 4 autres boroughs de New York, qui sont le Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. Sans compter la périphérie, qui serait Jersey City, par exemple. On a donc une ville de New York qui serait réduite à des espaces les plus centraux, où vivent environ 1,6 million d'individus, alors que la ville de New York en compte plus de 8 millions, voire 22 millions si on considère l'ensemble de l'aire urbaine de New York. On a donc là bien une géographie partielle et partiale qui est proposée. On peut toutefois proposer de reconstruire une géographie des séries avec des élèves, et cette reconstruction peut servir de support à une réflexion sur ces géographies fictionnelles. On a d'abord une lecture de la géographie des séries par les élèves qui peut apparaître fantaisiste. Soumettre les séries télévisées à des élèves de l'enseignement secondaire, en l'occurrence de lycée, ça peut être une façon d'appréhender la réception de ces géographies fictionnelles auprès de certains publics. Si les séries télévisées diffusent des représentations spatiales, il est intéressant de travailler sur cette réception de ces représentations par les téléspectateurs. Intégré à un cours de géographie urbaine, l'étude des séries télévisées a été proposée aux élèves comme un moyen de saisir les espaces urbains, leur organisation et les pratiques qui s'y développent. Ainsi, à travers la réalisation de cartes mentales, qui sont les outils privilégiés par les géographes s'intéressant aux représentations pour se saisir de ces représentations, les élèves ont pu livrer leur propre représentation de l'organisation spatiale d'une ville après avoir visionné des séries télévisées. En l'occurrence, ici, je vous présente le cas de New York, où ils ont visionné des extraits de Sex and the City, de The Sopranos et de CSI New York. Alors, on a différents types de cartes mentales. Je dirais un premier qui se limite
à l'espace tel qu'il est montré, sans plus d'explications, voire un espace fantasmé, où là, plus qu'une carte, on a un dessin de ce qui est montré. Cela dit, c'est assez révélateur de voir un soleil, par exemple, derrière la ville, ce qui montre bien la vision totalement idéalisée de la ville par cette fiction des séries. Et puis, on peut aussi avoir quelque chose de plus géographique, du moins, elle essaye de le faire en proposant donc, cette carte surimpose des représentations qui étaient a priori, avec une connaissance de la géographie de la ville de New York, avec donc ces 5 quartiers, et où cet élève cherche à différencier les espaces centraux économiques avec des espaces plus de shopping en rose ici. Une véritable recherche de construction de la représentation. Ces cartes mentales, finalement, elles mettent en évidence le caractère partiel de ces géographies fictionnelles, puisque si l'effet de réel induit par les représentations spatiales est indéniable, il n'en reste pas moins que la géographie proposée par les séries télévisées peut apparaître fantasmée ou fantaisiste, dans la mesure où ces séries livrent une image de l'espace filmé qui reste bien souvent méliorative, ou qui sert un discours plutôt que de montrer une ville dans son ensemble. Et donc, on peut voir qu'on a j'en ai oublié un, où là, on voyait finalement une représentation qui, avec ce point d'interrogation qui montrait bien le caractère partiel, puisque tout n'est pas proposé. Cet élève a voulu montrer qu'il n'y avait pas tout. Il était comme il pouvait. Donc, on arrive à montrer qu'on a une lecture des espaces qui est réalisée à la lumière de représentation spatiale a priori. Et donc, finalement, ces travaux d'élèves confirment une des hypothèses que j'avais en recherche, qui était que la lecture des espaces mis en scène dans les séries télévisées est réalisée à partir de représentations a priori de ces espaces. Et donc, ces représentations, elles peuvent être le fruit d'une connaissance du terrain issue d'un voyage, ou bien le fruit d'autres représentations dans les médias, ou même dans des cours de géographie. Ces représentations, elles sont surimposées sur les représentations fournies par les séries télévisées, ce qui permet de faire sens du point de vue géographique. Et donc, la compréhension de l'organisation d'un espace ne peut être totale par les séries télé, et la fiction ne livre qu'une partie des éléments nécessaires à la compréhension de cet espace. Ainsi, pour conclure, on peut voir que si les séries télévisées fournissent des éléments intéressants à analyser en géographie, il s'agit bien d'une géographie fictionnelle, au sens où elle relève de la fiction, c'est-à-dire d'une construction imaginaire visant à enjoliver le réel. Si la représentation spatiale dans les séries télévisées donne un effet de réel à des productions qui bien souvent sont réalisées dans des studios, elle ne livre pas une géographie réelle de la ville, puisque cette géographie reste partielle et partielle. C'est notamment cet aspect qui donne tout son intérêt à l'étude des séries télévisées en géographie, puisque ces séries, elles permettent d'appréhender des représentations de l'espace que peuvent avoir certaines personnes, ici les producteurs des séries, et donc un certain groupe dominant dans une société. La fiction permet alors de dire aux géographes ce que certains individus perçoivent d'un espace, ce qui témoigne d'un rapport à l'espace ou au territoire qui intéresse tout particulièrement la géographie culturelle. Outre ce point, cette communication visait aussi à s'interroger sur la réception des représentations, diffusées par les séries télévisées. Et en effet, il me semble que la question de la réception de la fiction apparaît essentielle, non seulement pour étudier comment les spectateurs perçoivent l'organisation de l'espace filmé, mais aussi, et c'est un point qui me semble à travailler dans les années à venir, pour analyser les modifications de perception de certains espaces chez les spectateurs après le visionnage d'une série télévisée. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication qui, je crois, va vraiment dans le sens où on parlait de critique interventionniste hier soir, et c'est vraiment, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on essaie de réfléchir dans cette manière de penser à la critique des séries télévisées à partir notamment des interventions d'élèves et de leur représentation. Je crois que c'était tout à fait stimulant, et donc je vous propose de poser des questions si vous en avez.
Alors c'est une question de quelqu'un qui n'en a pas vraiment de série télévisée, mais du coup, est-ce que tu as effectué une comparaison avec la manière dont l'espace géographique est représenté dans les séries télévisées françaises? Est-ce qu'il y a des similitudes ou pas? Oui, il y aurait des similitudes, il y a eu des travaux de recherche dessus, j'avoue que je commence mes travaux de recherche sur ce point, et que j'ai d'abord effectué ces recherches d'un point de vue didactique, et donc du coup l'espace français n'était pas partie du programme scolaire. Toutefois, effectivement, il y a bien des recherches dessus, et il me semble que oui, on peut retrouver ces motifs de certains types d'espaces qui sont présentés dans les séries télévisées. Il me semble par exemple que si vous regardez des séries télévisées qui se passent à Bordeaux, ou même des feuilletons, vous trouvez toujours une image du tramway, du centre-ville, de l'espace qui a été rénové récemment. Et donc du coup on montre toujours les espaces qui paraissent beaux. Rares sont les séries télévisées qui s'aventurent dans les banlieues, les cités, voilà. Même s'il y a des films récents, je pense à Divine par exemple, voilà, qui interrogent aussi ces pratiques spatiales et sociales dans les espaces sud-lorrains, mais dans les séries télévisées un peu moins, il me semble. Est-ce qu'on pourrait pas rapprocher ça justement du sujet qui est choisi sur la série télé, puisque effectivement il y a une majorité de lieux qui sont choisis qui sont plutôt qui enjolivent la ville dans laquelle ça se passe, mais finalement c'est peut-être pas un choix de producteur au sens manipulation, mais un choix de sujet au sens d'auteur, et qu'il faudra peut-être plus ramener comment dire, il y aurait peut-être plus de représentation de banlieue s'il y avait plus d'intrigues qui se passaient en banlieue, logiquement. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu vas regarder dans ce sens-là? Oui, il me semble que c'est très intéressant. En effet, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait encore. Il me semble qu'effectivement, il faut interroger cette question du sujet. Parfois, le sujet est des pratiques, j'allais dire, illégales dans les banlieues. The Wire, par exemple, c'est clair. Effectivement, il y a ce problème-là, mais néanmoins, c'est vrai que si on s'intéresse par exemple au sujet, il y a beaucoup de séries qui s'intéressent aux pratiques dans les banlieues pavillonnaires, moins qui s'intéressent effectivement au sujet des pratiques dans les banlieues, j'allais dire, plus dangereuses, je ne sais pas comment on peut les appeler, les quartiers de cité en France, par exemple. Et donc, du coup, et pas le ghetto, et jamais le ghetto, par exemple, aux États-Unis, pratiquement jamais. Et donc, effectivement, c'est certainement à rapprocher de l'auteur, du sujet de la série. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que le sujet ne porte jamais sur ces espaces, et donc il y a quand même une esthétisation de l'espace qui est importante, où on ne veut pas montrer, où le sujet ne doit pas être vendeur, j'allais dire, puisque là il y a quand même une question de la vente. Dans les séries télévisées, déjà en littérature peut-être que ça se pose de plus en plus, mais alors là l'économie est très importante dans les séries télévisées, et donc je pense qu'il y a aussi ça, effectivement, le sujet est très important, c'est sûr. Merci, c'était très intéressant. Ça rejoignait, alors c'est une question de réception, des réflexions que je me faisais, où je me suis rendu compte qu'en regardant une série française, c'est Les Revenants, et en voyant donc cet espace qui est le nôtre en fait, chez nous facilement, que cet espace américain, moi qui suis jamais allée aux États-Unis, en fait c'est Disneyland. Enfin, ils l'ont transformé en Disneyland pour moi, là-bas, c'est un jour que j'irai aux États-Unis, je me dirai ah non, ça existe vraiment, mais ils l'ont transformé en une espèce d'espace fictionnel, fantasmé. Et du coup, je pense que la perception française de gens comme moi, ou peut-être nos élèves par exemple, n'a rien à voir avec la perception qu'ont les Américains. Un New-Yorkais, c'est chez lui, quoi. Et je pense qu'il y a un travail fou à faire sur la présentation comme ça, et voilà. Oui, je pense que c'est ce que je disais, je pense qu'effectivement il faut vraiment interroger cette réception des séries, et effectivement montrer et qu'est-ce que ça... Quelle est l'image qui est produite dans les imaginaires collectifs, et c'est sûr qu'il y a une image vraiment très belle de New York. On peut penser que c'est une destination rêvée, or c'est quand même une grande métropole avec des nombreuses inégalités en son sein, des inégalités sociales, spatiales, et donc c'est sûr que là il y a une vraie question de la réception qui est importante, et même pour le Nigeria c'est la même chose, puisque Lagos fait rêver bon nombre d'Africains, c'est une ville où il y a énormément de migration, beaucoup de migrants viennent à Lagos parce que il y a beaucoup d'emplois relativement, et donc du coup c'est vrai qu'il y a, je pense, cette esthétisation de l'espace qui va aussi de pair avec là oui ça nous fait rêver, c'est des grandes villes qui font rêver parce que c'est le lieu de possible, etc. Mais c'est sûr que là, notre imaginaire il en dépend aussi, oui, c'est vrai que
Dans le bien comme dans le mal aussi, parce que dans The Wire, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie d'aller à Baltimore depuis. Ça Miami avec le Lester. C'est vrai. Juste une curiosité sur les tests que les élèves ils ont fait. Est-ce qu'ils ont eu comment dire, un feedback sur leurs tests? Quelle a été leur réaction? S'ils ont eu des bénéfices dans l'apprentissage de la géographie, d'un point de vue pédagogique aussi? Alors oui, je pense que oui, clairement. L'intérêt premier, c'est qu'ils s'intéressent énormément au support. Ça leur paraît extrêmement novateur, ça les intéresse parce que c'est leur propre, c'est ce qu'ils regardent chez eux. Et donc, en fait, c'est-à-dire que ça met au travail tout le monde. Tout le monde s'intéresse, tout le monde a voulu s'investir, même ceux qui ont le plus de difficultés en géographie. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt premier. Le deuxième intérêt, c'est aussi qu'on leur permet de développer leur esprit critique. C'est-à-dire qu'il est aussi important qu'ils voient que les séries, elles disent des choses qui ne sont pas forcément vraies, ou alors qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Pour des élèves de lycée, c'est important aussi, ça fait partie de nos missions. Et puis, je dirais, dernier point, et qui m'a semblé très intéressant, alors je ne vais pas présenter ces travaux-là, mais ils ont tous présenté une série après de leur choix. Et là, ça m'a semblé extrêmement intéressant, puisque en fait, on s'aperçoit qu'ils s'approprient des outils qui auraient pu être travaillés à d'autres moments. Je veux dire plutôt l'analyse par échelle, par exemple. En géographie, c'est très important. Donc, on étudie un espace à différentes échelles, l'échelle mondiale, régionale, locale. Et c'est vrai que certains élèves ont pu voir différents espaces à différentes échelles dans les séries télévisées. Donc, ils se sont appropriés un outil, sans même que je les aide, sans même qu'on le fasse vraiment ensemble. Et donc, je pense que oui, il y a une appropriation parce que ça suscite leur intérêt. Et je pense que ça va dans le sens de il faut renouveler nos documents, nos pratiques pour s'adapter à des élèves qui ont une culture différente. C'est vrai qu'ils lisent probablement moins actuellement, mais en revanche, ils ont aussi une culture filmique qui est non négligeable, je pense. Merci beaucoup pour votre communication. On parlait tout à l'heure avec Julien Basile du fait que son directeur de recherche, qui était historien, était en même temps consultant pour Ubisoft et ses séries de jeux. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on consulte des géographes pour écrire des séries télé? Et sinon, pourquoi? Alors, j'avoue que j'en sais rien. Je dirais que je serais surpris, parce qu'en fait, je pense que pour un jeu vidéo, il y a une dimension historique qui est importante, il ne faut pas dire trop de bêtises. Je sais que pour la série Rome, par exemple, donc, il y a eu une consultation d'historiens importante. Pour la série, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle sur Louis XIV à Versailles, pareil, aussi, il y a eu une consultation d'historiens. Parce qu'on ne peut pas dire de bêtises. En revanche, dire des bêtises sur l'espace, ça paraît plus facile aux gens. Mais parce que c'est normal, c'est aussi quelque chose qui fait partie du quotidien. Tout le monde pratique l'espace au quotidien. Et puis, je pense qu'il n'y a pas une volonté de dire vrai sur l'espace. C'est-à-dire que je ne pense pas que dans les séries télévisées, on cherche à faire de la géographie. C'est les géographes qui disent « Ah, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on voit l'espace. » Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une dimension, on ne veut pas forcément dire vrai sur l'espace. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que oui, il y a peut-être des géographes qui sont consultés. Pour les jeux vidéo, peut-être pour SimCity, peut-être que des aménageurs sont peut-être consultés. Ça, c'est possible. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas. Juste une remarque sur ce que tu viens de dire. Enfin, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que justement, on cherche à dire vrai sur l'espace quand le cadre est purement fictionnel et pas référentiel. Pour Game of Thrones, en fait. Là, on construit un espace hyper précis. D'ailleurs, on montre la carte avec le générique. Enfin, c'est quand même assez différent. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une production de cartes et donc d'un savoir sur l'espace. C'est là la différence. Le fait de cartographier, je pense, c'est transcrire son savoir sur l'espace. Et ce qui n'est pas fait dans les séries que j'ai présentées. Et la seule que j'ai qui vraiment montre quelque chose vraiment spatialement, c'est celle qu'on a commencé, puisqu'on voit l'étalement urbain. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, je pense que le fait même de produire une carte, ça montre bien qu'on cherche à créer un espace qui soit réel ou imaginaire. Mais ça, après, c'est pas forcément grave, comme je disais. Alors, merci beaucoup, c'était passionnant. Alors, j'ai une remarque hyper naïve et vraiment premier degré de quand j'avais 10 ans et que j'ai regardé des séries. J'ai vraiment le sentiment, moi, qu'au contraire, on a grandi dans la banlieue de New York, entre Punky Brewster,
Madame est servie, voilà, des références, vous voyez. Mais voilà, les soirées sur les escaliers de secours. Moi, j'ai une vision au contraire de New York plutôt dans les banlieues en fait. Je suis un peu surprise du coup, je comprends. Mais, Ok, je comprends là. Oui, dans les banlieues. Alors dans les banlieues, admettons que les banlieues soient montrées, mais ce ne sont jamais les banlieues touchées par le chômage, qui sont des fois aussi ségrégées. Aux États-Unis, c'est quand même très important. Et c'est vrai qu'on voit moins, je trouve qu'on voit pas beaucoup dans les séries quand même cet aspect ségrégé de la banlieue. On montre toujours, c'est quand même bien souvent dans les séries une population blanche qui vit peut-être dans la banlieue, mais il faut voir aussi qu'aux États-Unis, la banlieue, le centre-ville n'est pas forcément le quartier le plus apprécié. New York est un peu un cas différent, mais c'est vrai qu'habiter le centre de Los Angeles, par exemple, c'est pas forcément ce qui est préféré. On préfère avoir une maison avec jardin en banlieue, justement. Et donc, la banlieue n'a pas le même sens et on ne lui accorde pas la même valeur aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, la banlieue, c'est quand même souvent c'est les gens qui ne peuvent pas habiter dans l'espace central. Ou alors ils en font le choix, mais quand même, malgré tout. Alors que là, il n'y a pas forcément ce rejet des populations qui n'ont pas les moyens d'habiter dans l'espace central aux États-Unis. Même, alors pas à New York, mais par exemple à Chicago, les gens qui habitent au centre-ville, ce sont beaucoup quand même de gens pas très riches, même très modestes. Et les riches habitent soit dans un espace extrêmement central, soit très en banlieue, dans des pavillons, comme dans Desperate Housewives. Même c'est pas à Chicago. Donc je pense qu'il y a aussi une question de, c'est pas la même valeur qui est accordée là très concrètement à la banlieue. Donc si on la montre, on montre jamais la banlieue, j'allais dire, subversive, de l'illégal, de l'informel, etc. Et pourtant, elle est bien présente, je pense. On prend peut-être une toute dernière question. Ah, il y a un conflit. 2 questions, puis on conclut. Pour répondre à ce que tu disais, déjà, merci pour cette communication. Et par rapport au fait qu'on ne montre jamais les banlieues désargentées, un peu illégales, il y a une série assez récente, quelques années maintenant, qui s'appelle Shameless, et qui se passe à Détroit, dans des quartiers justement franchement frappés par la crise, et ça montre toute cette économie parallèle avec un regard très mordant, c'est un humour très noir. Donc ça existe. Après, je pense que là, il faudrait ajouter une question dans ces cas-là, c'est peut-être voir aussi quelle est la diffusion et la réception. C'est-à-dire que Desperate Housewives, ça a une diffusion énorme, énormément de téléspectateurs. Est-ce que cette série-là, j'en sais rien, est-ce que cette série-là a autant de téléspectateurs? Il faut voir en fait. C'est vrai que ça c'est aussi la question, je pense que là si on parle de la réception et de la transmission de ces représentations, il faudrait peut-être s'intéresser à cette espèce d'économie l'économie de la série parce qu'elle existe réellement. C'est pas forcément les mêmes budgets qui sont alloués et puis il n'y a pas forcément la même diffusion. En ce moment, il y a cette profusion de séries avec Netflix qui arrive aux États-Unis depuis longtemps, mais en France. Et c'est vrai que du coup, c'est difficile de tout saisir parce qu'il y en a partout. Mais malgré tout, est-ce que les séries de Netflix ont autant de téléspectateurs que les séries qui passent qui sont traduites, etc. Il faudrait le voir. Pour le coup, elle est traduite. Elle est traduite celle-là, d'accord. Et elle est passée sur quelle chaîne en France? Alors là, excellente question. Pour ma part, je l'ai vu en streaming. D'accord. Il faudrait voir, est-ce qu'elle est diffusée sur TF1 ou sur M6 quoi. Voilà, c'est